Bonjour à tous, nous voulons vous présenter par le dessin et réfléchir ensemble à la féminisation du travail en France depuis 1965 et particulièrement si celle-ci entretiendrait, voire cultiverait des inégalités. On entend par féminisation du travail l'entrée massive des femmes sur le marché de l'emploi, salariées ou rémunérées. En effet, ce phénomène se traduit par une augmentation significative de la proportion des femmes dans la population active. En 2014, il y a 2 fois plus de femmes actives qu'en 1968. Mais pourquoi avons-nous choisi l'année 1965 pour faire notre analyse? Eh bien, le 13 juillet 1965, le Parlement a voté une loi qui accorde aux femmes le droit d'ouvrir un compte en banque, mais aussi et surtout de travailler sans le consentement de leur mari. Elles ont désormais le droit de gérer seules leurs biens personnels et de toucher par exemple une allocation chômage, ce qui leur était jusque-là refusé. Les femmes revendiquent alors leurs droits dans ce domaine de l'emploi et se mettent à travailler. La féminisation du travail serait-elle donc ainsi source de l'égalité homme-femme? Le phénomène de la féminisation du travail est porté par d'autres mutations structurelles de l'emploi, à savoir la tertiarisation et la salarisation. Commençons par la tertiarisation. Au XXe siècle, on assiste à un déclin important des secteurs primaires, donc agricoles, et secondaires, c'est-à-dire industriels. Parallèlement, le secteur tertiaire est en plein essor, c'est-à-dire que le monde des services se développe très rapidement. Les femmes vont profiter pleinement de ce développement puisque c'est dans ce secteur qu'elles se mettent massivement à travailler. En effet, dès 1962, 55% des femmes travaillent dans le secteur tertiaire. En 1985, cette part est de 75% et aujourd'hui, pratiquement 90% des femmes ont un emploi dans ce secteur. Cela n'est pas très étonnant puisque c'est dans le secteur tertiaire que, avant même la féminisation du travail, on retrouvait des emplois considérés traditionnellement comme féminins, comme par exemple les dactylographes, les secrétaires ou les opératrices téléphoniques. Quant à la salarisation, elle devient de facto plus importante. La salarisation des femmes va même dépasser celle des hommes dès 1975. La féminisation du travail est également soutenue par un autre phénomène d'ordre éducatif, la réussite des femmes dans le système scolaire et universitaire, que deux sociologues, Baudelot et Establet, appelleront la percée des filles. En effet, il y a de plus en plus de bachelières en France à partir des années 60, puisque leur nombre dépasse celui des hommes à cette période. Il existe en réalité une corrélation entre le niveau d'instruction des femmes et leur taux d'activité, puisque celui-ci est plus fort chez les femmes qualifiées. Ainsi, la percée des filles, qui s'accompagne de l'ouverture aux femmes de certaines formations, a été déterminante dans le processus de la féminisation du travail. Intéressons-nous maintenant plus en détail à l'évolution dans le temps du phénomène de la féminisation du travail. Celui-ci prend réellement de l'ampleur à partir des années 1960 et ce processus n'est pas entravé par la crise économique et l'apparition du chômage de masse suite au choc pétrolier de 1973 et 1979. En effet, 98% des emplois créés entre 1975 et 2008 ont été occupés par des femmes. L'augmentation de la part des femmes se fait de manière constante. Pour notre étude, le point de départ se fait en 1965, avec une part des femmes dans la population active de 33,4%. 10 ans plus tard, en 1975, cette part est de 37,1%. En 1985, elle est de 42,7% et aujourd'hui, elle atteint quasiment la moitié. On peut donc noter que l'augmentation est particulièrement rapide entre 1965 et les années 80, avec une progression de 8 points en 2 décennies. Le phénomène de la féminisation du travail se caractérise également par l'émergence d'un modèle d'activité continue chez les femmes. Par continue, on entend l'activité ininterrompue des femmes sur le marché du travail, quelle que soit leur situation familiale. En effet, petit à petit, à partir de 1965, le taux d'activité des femmes cesse de chuter quand elles ont des enfants, c'est-à-dire entre 25 et 49 ans. Ainsi, la féminisation du travail est un moteur de la croissance de la population active et elle mènerait à une égalité théorique des sexes au travail. Celle-ci est favorisée par la législation progressive des droits des hommes comme des femmes au travail. En 1972, le principe d'égalité de rémunération est inscrit dans la loi et en 1975 y est inscrit l'interdiction de refuser d'embaucher une personne en fonction de son sexe et de licencier une femme sans motif légitime. En 1983, la loi Roudy confirme ces dispositions en modifiant le Code du travail qui affirme désormais le principe d'égalité dans tout le champ professionnel: embauche, licenciement, promotion, formation et rémunération. Le 13 décembre 2011,
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est ouvert à toutes les entreprises pour aider au financement d'un plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle ou de mesures permettant d'améliorer la mixité des emplois. Ce contrat vise ainsi à favoriser la diversification des emplois occupés par les femmes et leur promotion dans l'entreprise dans l'objectif de réduire les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. Si toutes ces législations amèneraient à penser que l'égalité professionnelle homme-femme est pleinement appliquée, de nombreuses inégalités persistent encore aujourd'hui. Les évolutions dans le domaine de la formation scolaire et universitaire, avec la percée des filles, seront qualifiées de révolutions respectueuses par les deux sociologues Baudelot et Establet en raison de leurs limites. En effet, une différenciation peut être faite entre les carrières scolaires des filles et des garçons, puisqu'il apparaît que les filières scolaires soient sexuées, comme par exemple les filières scientifiques qui seraient majoritairement investies par les garçons, tandis que les filles se dirigeraient vers des filières littéraires. Cette orientation scolaire a conduit à une ségrégation horizontale, c'est-à-dire à une concentration des femmes dans certains secteurs d'activité. Ce regroupement des emplois féminins est resté constant depuis les années 60. Les femmes occupent majoritairement les professions incarnant les vertus dites féminines. Ainsi, 97,7% des aides à domicile, aides ménagères et assistants maternels sont des femmes aujourd'hui. L'administration publique, l'enseignement, la santé sont également des domaines largement féminisés et la part des femmes dans ceux-ci continue d'augmenter. À l'inverse, dans la construction, ce sont les hommes qui sont surreprésentés puisque ce secteur était à 90% masculin en 2011. On peut également observer une ségrégation verticale en défaveur des femmes. Celles-ci n'ont pas les mêmes possibilités d'accès aux postes élevés dans la hiérarchie que leurs équivalents masculins. Il s'agit d'un phénomène bien connu, appelé plafond de verre, sorte de barrière invisible contre laquelle les femmes se heurteraient pour accéder aux échelons supérieurs, à savoir la direction des grandes entreprises ou leur présence au sein des conseils d'administration. À l'issue d'un deuxième ou troisième cycle universitaire, les possibilités d'occuper un emploi de cadre pour les femmes sont 2 fois moins importantes que pour leurs homologues masculins. Une évolution positive est cependant notable. En effet, en 1962, 1/6 des cadres et professions intellectuelles supérieures étaient des femmes, pour plus d'1 tiers aujourd'hui. Toutefois, le principe d'égalité des chances est loin d'être atteint, d'autant plus que les inégalités salariales sont toujours bien présentes au sein des entreprises. Les écarts de salaire sont souvent imprécis et difficiles à calculer car ils prennent en compte toutes les inégalités au travail, temps partiel, inégalités au niveau des postes occupés. Mais il est indéniable que les femmes de manière générale gagnent moins que les hommes pour un travail égal. En effet, l'écart de salaire moyen à temps plein en 2015 est de 18,5% en faveur des hommes. D'après le ministère du Travail, un écart de salaire à travail égal à hauteur de 10,2% reste injustifié. Mais malgré une avancée notable, depuis 1965, on est encore loin d'atteindre l'égalité salariale. Plusieurs organisations se sont rendues compte du problème et en 2018, le hashtag 6 novembre 15h35 a été lancé par l'association Les Glorieuses. Cette date symbolise le jour à partir duquel les hommes ont gagné ce qu'une femme va gagner sur l'ensemble de l'année, soit le jour à partir duquel elle travaillerait bénévolement si son salaire était égal à celui d'un homme. Les écarts de salaire sont particulièrement frappants chez les cadres, puisqu'ils atteignent 20% de moins chez les femmes de cette catégorie, et ce d'après l'INSEE, chiffre de 2015. Les écarts de salaire vont de pair avec la discrimination à l'embauche qui prévient les entreprises d'embaucher des femmes pour un même poste. Mais pourquoi ? Eh bien, le fait d'être une femme serait vu comme potentiellement pénalisant pour l'employeur compte tenu de la capacité des femmes à enfanter. Quitter l'entreprise pour un temps déterminé, notamment avec une garantie de reprise d'emploi, freine bien les employeurs de se lancer dans ce qui représente pour eux une aventure ou un défi. La féminisation du travail est donc une avancée en soi, même si elle entretient des inégalités contre lesquelles les lois créées depuis les années 70 restent relativement inefficaces. Dernièrement, en juin 2018, 10 mesures ont été annoncées par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et la secrétaire à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, dans l'objectif de mettre fin aux différences de traitement au travail. Certaines des inégalités que nous avons évoquées pourraient se réduire à l'avenir, mais d'autres plus récentes ont été générées par ce processus, à savoir le sous-emploi, le surchômage et la charge mentale.